Nick Schifrin vient de poser le pied au Mali. Haut responsable de Washington, profil collé au monde du renseignement et l'odeur du recette qu'on vend comme une renaissance. Sauf que dans le Sahel, on reconnaît la méthode, la main ouverte. La condition cachée, ils disent respect de la souveraineté, ils disent tourner la page. Mais quand la porte se ferme, le langage change. Si vous voulez l'argent, si vous voulez l'aide sécuritaire, vous devez renvoyer vos partenaires russes, vous devez revenir à un ordre politique que nous approuvons. Ce n'est pas une offre, c'est une laisse. Et ce moment n'est pas un simple rendez-vous dans un bureau, c'est un test de nerfs. Parce que quand Washington parle d'ordre constitutionnel, le sous-texte est connu. Un dirigeant en costume est plus facile à influencer qu'un chef militaire obsédé par le front. Traoré devient alors l'axe, non pas comme solution miracle, mais comme obstacle stratégique. Ce qu'il représente, Point TT, c'est l'idée dangereuse qu'un pays africain peut choisir ses alliances sans demander la permission. Et cette idée, une fois acceptée, rend le retour en arrière presque impossible. Le Sahel n'a pas expulsé la France et ses alliés sur un coup de colère. Ce n'était pas une impulsion, c'était une accumulation des promesses de paix, puis plus de violence, des promesses de protection, puis des bases étrangères qui semblaient mieux garder l'or et l'uranium que les vies africaines. Alors Washington revient, pressé, pas par amour, par peur, car si le Sahel tient, d'autres suivront, et quand une puissance commence à perdre prise, elle ne négocie pas, elle tente de réinstaller les règles du jeu. Derrière les mots police, les conditions sont brutales, retour à l'ordre constitutionnel. Formule propre, sonorité rassurante, mais dans la grammaire de Washington, cela signifie réinstaller un système où l'influence étrangère circule sans résistance. Ce n'est pas une réaction improvisée des États-Unis, c'est une stratégie de récupération. Pendant plus d'une décennie, le Sahel était sous surveillance occidentale, baseuse militaire, conseillers, promesses de stabilité. Et pourtant, la violence a progressé. Les villages ont brûlé et la pauvreté s'est enracinée plus profondément. Quand les populations du Burkina Faso, du Mali et du Niger ont soutenu une rupture. Ce n'était pas par caprice idéologique, c'était une conclusion froide, le modèle précédent protégeait davantage les intérêts miniers que les familles. Et maintenant, Washington exige que l'Alliance des États du Sahel rompe avec la Russie. Pourquoi cette obsession? Parce que la sécurité est le premier pilier du pouvoir. Celui qui contrôle la sécurité influence tout le reste contrat. Ressources. Diplomatie. Si Moscou fournit les bottes et le matériel sur le terrain, Washington perd le levier principal. Ce n'est pas une question de morale, c'est une question de carte stratégique. Imaginez un ancien éleveur à la frontière du Mali et du Burkina. Pendant 10 ans, il a vu ses troupeaux disparaître pendant que des soldats étrangers restaient confinés dans leurs bases climatisées. Aujourd'hui, il aperçoit une amélioration fragile et soudain, on lui dit que cette architecture sécuritaire doit être démontée au nom d'un principe abstrait. Quand la sécurité devient négociable, l'instabilité redevient normale. Washington avance la carotte de l'aide et le bâton des sanctions. Ce n'est pas improvisé, c'est calibré. Ils savent que la pression économique peut fissurer un gouvernement plus vite qu'une offensive militaire. Mais voici le danger pour eux si le Sahel prouve qu'il peut sécuriser son territoire sans validation occidentale. L'idée fera école. Et une idée qui circule est plus puissante qu'une base militaire. Ce qui se joue ici dépasse un partenariat. C'est la redéfinition de qui décide des règles, et c'est là que l'on comprend pourquoi Washington est soudainement urgent, parce que le Sahel n'est pas seulement un front militaire, c'est une réserve de pouvoir brut. Ore, uranium, terres rares. Ce ne sont pas des mots pour décorer un discours, ce sont des clés. Et une clé, dans un monde en crise, vaut plus qu'une armée. Les États-Unis ne paniquent pas parce que le Mali parle à Moscou. Ils paniquent parce qu'une alliance régionale commence à se comporter comme un bloc souverain, un bloc capable de négocier, capable de dire non, capable de décider avec qui il échange ses ressources et dans quelle monnaie. Quand ce type de souveraineté devient acceptable, une autre chose devient inévitable, la fin du chantage.
Et voilà pourquoi ils insistent sur le retour à l'ordre. Ils ne veulent pas seulement des élections, ils veulent le mécanisme. Car sous l'ancien système, tout était plus simple, des parlements fragiles, des élites dépendantes, des contrats signés dans l'ombre et des ressources qui sortent du pays comme si elles n'avaient jamais appartenu au peuple. Sous Traoré et ses alliés, le récit change. Pas parce qu'ils sont parfaits, mais parce qu'ils perturbent la chaîne. Et c'est à ce moment précis que Washington ressort son outil le plus efficace, le langage noble: démocratie, justice, stabilité. Comme si l'histoire africaine n'avait jamais vu cette comédie. Comme si l'on n'avait pas déjà observé ce que leur démocratie produit: des dirigeants qui parlent bien en anglais ou en français pendant que les minerais partent et que les populations restent. La pression va monter. Et elle ne montera pas en ligne droite, elle montera en vagues promesses d'aide, menaces de sanctions, tentatives de division interne, chuchotement autour des leaders. Ce n'est pas une improvisation, c'est une méthode, et voici le point le plus dangereux si Traoré cède. La capitulation deviendra un modèle. Les voisins apprendront que résister ne sert à rien, et la peur redeviendra la monnaie dominante. Mais si Traoré tient, autre chose se produit. La résistance cesse d'être une exception, elle devient une option. Et c'est précisément ce que l'Occident ne peut pas se permettre, parce que le Sahel, s'il reste debout, peut devenir un corridor, un axe d'indépendance, une contagion politique. Et dans le monde réel, la contagion est plus redoutée que les balles. Vous voyez maintenant pourquoi ce n'est pas une visite diplomatique, c'est une opération de reprise en main. Regardez ce qui se passe à l'est du continent. Le Rwanda. Pendant des années, Paul Kagame était présenté comme le partenaire modèle. Discipline, croissance, alignement stratégique, il était l'homme fiable dans une région instable. Tant que les minerais du Congo circulaient et que l'équilibre servait les intérêts occidentaux, les critiques restaient feutrées, puis le vent a tourné. Aujourd'hui, Washington menace Kigali de sanctions. Les mêmes cercles qui protégeaient hier commencent à prendre leur distance. Pourquoi? Par conscience soudaine? Non, par recalcul. La République démocratique du Congo a changé d'approche. Message implicite: pourquoi passer par un intermédiaire quand nous pouvons traiter directement? Stabiliser notre territoire. Aidez-nous à neutraliser les groupes armés. Et l'accès au cobalt et au cuivre sera direct. Ce n'est pas moral, c'est transactionnel. Et dans un système transactionnel, la loyauté dure tant que l'utilité persiste. C'est cela que les dirigeants du Sahel observent. Le Rwanda n'est pas un accident, c'est un avertissement. Quand vous acceptez de jouer le rôle d'exécutant régional pour une puissance extérieure, vous gagnez une protection temporaire. Mais vous perdez l'autonomie stratégique et le jour où votre utilité baisse, la protection s'évapore. Traoré comprend cette mécanique, pas comme une émotion, comme une leçon. Ce qui se passe entre Washington et Kigali n'est pas isolé. C'est la démonstration qu'un partenaire peut être recyclé, utilisé, puis exposé. Si le Sahel accepte les conditions américaines aujourd'hui, il ne gagne pas une alliance durable. Il signe une dépendance réversible. Et dans une dépendance réversible, la décision finale ne vous appartient jamais. Le plus dangereux n'est pas la sanction, le plus dangereux est l'illusion de sécurité. Parce que lorsque la sécurité dépend d'une capitale étrangère, chaque décision nationale devient une négociation. Et voici le point de rupture. Le Sahel peut choisir la pression immédiate ou la dépendance prolongée. Les sanctions peuvent faire mal. Mais l'abandon stratégique coûte une génération. La question n'est donc plus Washington est-il sincère? La question est le Sahel est-il prêt à supporter le prix de l'indépendance? Car une fois que vous démontrez que vous pouvez sécuriser vos frontières sans l'aval occidental, vous changez la géométrie du pouvoir. Et là, aucune superpuissance ne l'accepte sans résistance. Nous devons arrêter de voir ces crises comme des histoires séparées. Le Sahel d'un côté, le Congo de l'autre. Kigali au milieu. Ce sont les mêmes lignes sur une même carte. Sous le sol congolais, il y a le cobalt qui alimente les batteries électriques, le coltan qui fait fonctionner les smartphones, le cuivre qui soutient l'infrastructure numérique mondiale. Sous le sol du Sahel, il y a l'or qui stabilise des systèmes financiers, l'uranium qui éclaire des villes européennes,
Ce n'est pas un hasard si l'instabilité colle aux zones les plus riches. Ce n'est pas une malédiction. C'est une architecture, un système où la richesse sort et où l'insécurité reste. Et quand un pays tente de briser ce schéma, la pression commence. D'abord diplomatique, puis économique, puis narrative. Regardez la séquence. On parle de démocratie quand les intérêts sont menacés. On parle de droits humains quand l'alignement stratégique change. On parle de stabilité quand l'influence diminue. Ce n'est pas de l'émotion, c'est de la gestion d'actifs. Dans ce modèle, un dirigeant africain n'est jamais un partenaire égal. Il est soit un canal utile, soit un obstacle. Traoré est classé comme obstacle parce qu'il perturbe la chaîne de valeur, parce qu'il suggère qu'un État peut sécuriser ses frontières avec des partenaires alternatifs, parce qu'il laisse entendre que les ressources peuvent servir d'abord à financer la reconstruction interne plutôt qu'à nourrir des marchés lointains. Et si cette idée s'installe, elle devient dangereuse, car une idée reproductible est plus puissante qu'un discours. Imaginez un ingénieur africain vivant en diaspora, diplômé, intégré, prospère, mais chaque soir, il regarde les nouvelles du continent. Il voit les mêmes cycles richesse naturelle immense, pauvreté persistante, interventions extérieures récurrentes. À un moment, il comprend que le problème n'est pas l'incapacité africaine, c'est la structure du jeu, et ce jeu commence à changer. La Russie offre sécurité sans sermon public. La Chine propose infrastructures sans conditions politiques visibles. Washington, l'OI, voit son influence se contracter. Alors, ils accélèrent, parce que si l'Alliance des États du Sahel consolide un corridor indépendant, reliant sécurité, ressources et diplomatie alternative, ce n'est pas seulement une victoire régionale, c'est un précédent continental. Et un précédent crée des attentes. Les autres nations observent, comme un cadet observe son aîné affronter un intimidateur. Si l'aîné tient, le courage se diffuse. S'il cède, la peur se normalise. Voilà pourquoi la pression sera totale. Sanctions potentielles. Isolement diplomatique. Tentative de division interne. Rien ne sera laissé au hasard. Mais posons la question centrale. Quel est le prix du succès douleur économique à court terme? Incertitude. Ajustement brutal. Et quel est le prix de l'échec? Un demi-siècle supplémentaire de dépendance structurelle. Des ressources extraites sous contrôle externe. Des générations contraintes de chercher un avenir ailleurs. Le choix n'est pas confortable, il est historique. Si le Sahel accepte les conditions américaines, le système se referme. Si le Sahel résiste et survit, le système se fissure. Et quand un système commence à se fissurer, ceux qui en dépendaient deviennent imprévisibles. C'est là que le vrai test commence. Nous arrivons au point de bascule, car plus la pression augmente, plus la question devient simple: qui écrit les règles? Washington dispose d'outils puissants, gel d'avoir, pression financière, influence sur les institutions internationales, capacité à amplifier une crise interne en quelques semaines. Ce ne sont pas des menaces théoriques, ce sont des leviers éprouvés, mais le Sahel possède autre chose. La mémoire, mémoire des promesses non tenues, mémoire des opérations militaires qui ont élargi le chaos au lieu de le contenir, mémoire des contrats signés au nom du développement qui ont surtout sécurisé l'extraction. Ce que Traoré et ses alliés affrontent n'est pas seulement une négociation diplomatique, c'est un test d'endurance stratégique. S'ils cèdent maintenant, le message sera clair, la pression fonctionne, et ce message voyagera plus vite que n'importe quelle déclaration officielle. Mais s'ils tiennent, même sous sanction, même sous isolement partiel. Une autre réalité s'installe, l'idée qu'un État africain peut survivre hors du couloir occidental. Et cette idée change les calculs, car une superpuissance tolère la contestation isolée. Elle redoute la contestation qui inspire. C'est pourquoi les prochaines étapes seront subtiles, tentatives de fracture interne. Narratif médiatique sur l'échec imminent, comparaison constante avec un passé plus stable. L'objectif n'est pas seulement de convaincre les élites, l'objectif est d'épuiser la population. Quand les portefeuilles se vident, la patience diminue. Quand l'économie souffre, le doute s'installe. Et c'est là que tout se joue. Si la population interprète la douleur comme le prix d'une transition, la cohésion tient.
Si elle l'interprète comme une erreur stratégique, la pression externe trouve un allié interne. Voilà pourquoi ce moment dépasse un homme. Traoré est un point focal. Mais le véritable champ de bataille est collectif. Parce qu'une souveraineté ne se défend pas uniquement avec des soldats. Elle se défend avec une acceptation consciente du coup. Si le Sahel franchit cette phase sans se fragmenter, alors la dynamique mondiale change, pas brutalement, mais irréversiblement. Et lorsque l'irréversibilité apparaît, même les grandes puissances ajustent leur posture. La vraie question n'est plus Washington reviendra-t-il. La vraie question est le Sahel peut-il supporter la tempête assez longtemps pour redessiner l'horizon. Nous sommes désormais face à 3 scénarios. Premier scénario, le Sahel accepte les conditions. Les partenaires russes sont écartés. Le calendrier politique est redessiné selon les attentes occidentales. L'aide reprend. Les sanctions s'éloignent. À court terme, la pression diminue. Mais une conséquence s'installe immédiatement, la ligne rouge disparaît. Et lorsqu'une ligne rouge disparaît, la suivante devient plus facile à franchir. Deuxième scénario, le Sahel refuse frontalement. Les sanctions tombent, les marchés se crispent. Les partenaires alternatifs deviennent vitaux, la pression médiatique s'intensifie, la douleur est réelle, mais une autre dynamique naît, la crédibilité, car une souveraineté affichée sans coup est une posture. Une souveraineté assumée malgré le coup devient une doctrine. Troisième scénario, l'usure lente. Ni capitulation officielle, ni rupture totale. Un équilibre instable, négociation permanente, ajustements successifs. C'est le scénario le plus dangereux parce qu'il érode sans bruit. Quand l'érosion devient normale, la dépendance revient sans déclaration. Ce moment exige donc une clarté stratégique. Pas des slogans, pas de l'enthousiasme aveugle, une compréhension froide des rapports de force. Le Sahel ne lutte pas seulement pour ses frontières, il teste la possibilité d'un modèle alternatif, et un modèle alternatif, s'il tient, force les autres capitales africaines à reconsidérer leurs propres choix. Si Traoré vacille, et beaucoup concluront que la confrontation directe est impossible. S'il tient, même imparfaitement, la marge de manœuvre continentale s'élargit, ce n'est plus une affaire bilatérale. C'est un signal stratégique. Et les signaux, en géopolitique, ont plus de poids que les discours. Alors la vraie question devient intime, préférons-nous une stabilité supervisée ou une indépendance risquée? Le Sahel, aujourd'hui, répond pour tout un continent. Voici le verdict. Washington n'est pas venu au Sahel pour réparer le passé, ils sont venus parce que le futur leur échappe. Et ce qui les choque le plus, ce n'est pas l'existence d'une alliance des États du Sahel, c'est l'idée que cette alliance puisse tenir. Parce qu'une fois que le monde voit un État africain refuser les conditions, survivre et continuer à avancer. Alors l'argument du vous n'avez pas le choix meurt, et quand cet argument meurt, l'ordre ancien commence à se fissurer partout. Traoré n'est pas la solution magique, mais il est devenu le point où le système se heurte à une limite. Ce que l'on appelle ordre constitutionnel n'est pas automatiquement un bien. Ce que l'on appelle aide n'est pas automatiquement une amitié. Et ce que l'on appelle partenariat n'est pas automatiquement un respect. Le Sahel est devant un choix long terme, accepter un confort immédiat et rendre la souveraineté négociable, ou supporter la tempête et rendre la souveraineté non négociable. Et ce choix ne concerne pas seulement Bamako ou Ouagadougou. Il concerne chaque Africain sur le continent et dans la diaspora. Alors je vous laisse avec 3 gestes simples. Premièrement, ne consommez pas cette histoire comme un spectacle, discutez-la. Deuxièmement, dans les commentaires, écrivez une phrase claire. L'Afrique décide. Troisièmement, gardez les yeux ouverts, parce que la pression ne fera que monter. Ce n'est pas une vidéo, c'est une ligne de front. Et une fois qu'une ligne de front existe, le silence devient un choix.